Allez Denis, c'est parti. Ah, c'est bien. Très bien, très bien. Bien, alors nouveau numéro d'enquête de région et nous sommes ici au pôle Espoir Handisport de Tours car nous allons parler de handicap. Et voilà, on va bientôt regarder le sommaire. Comment ça va Paul? Là, je suis plutôt bien là. Ça va. Bon, Denis, on va peut-être mettre des vrais poids. Tu veux vraiment Oh que oui. Oui. T'es sûr. Certain, on y va. Bon, ben, on va regarder plutôt le sommaire. Hein. Ils sont jeunes, amputés ou non-voyants et sportifs de haut niveau. Les athlètes du Pôle Espoir Handisport de Tours se préparent pour les Jeux Olympiques de 2024. On a tous les moyens pour faire des belles choses cette année. Donc, il faut juste régler les petits problèmes médicaux, prendre le temps. Je pense que ça va venir au fur et à mesure. C'est une expérience unique en France. Les patients de l'hôpital psychiatrique de Dun-sur-Oron dans le Cher sont placés depuis plus d'un siècle dans des familles d'accueil et intégrés à la population locale. Moi, je sais que quand je viens le matin là, je sens le pain, les gâteaux, les pâtisseries, quoi. Et ben, ça me fait plaisir. De temps en temps, j'ai le droit de rêver un petit peu, quoi. À Auneau, en Eure-et-Loire, une usine du groupe Andros a embauché 8 jeunes autistes en CDI avec des conditions de travail très particulières. Si l'outil ne fonctionne pas, on le réadapte, puisque l'objectif c'est de s'adapter à la problématique de la personne, à son niveau de compréhension et pas l'inverse. Les muscles un peu chauds, hein. Après la salle de musculation, ça fait du bien. On est au stade Guidruc, ici à Saint-Cyr-sur-Loire. Et je vais rejoindre Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Denis. Ça va Première question, puisqu'on va parler du handicap dans cette enquête de région. Ça commence à quel moment le handicap? C'est quoi les différentes formes de handicap? Multiples. Oui, alors le handicap effectivement a des formes diverses et variées. Ça va du handicap de naissance à une maladie chronique évolutive, à un accident du travail effectivement qui peut vous laisser une infirmité. Donc c'est quelque chose d'assez complexe. Par contre, la loi dit effectivement que le handicap c'est quelque chose qui perdure dans le temps. C'est quelque chose qui reste dans le temps. Alors nous, on a la chance de profiter de toutes nos facultés, ce qui n'est pas toujours facile, avec l'aisance d'être valide, on va dire. Et le problème, c'est que ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, soit très tôt, soit très tard, mais à n'importe quel moment, pour plein de raisons différentes. Oui. Un handicap sur deux résulte effectivement d'un accident de la vie. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, à tout moment de son existence. Il y a une chose que j'aimerais qu'on sache, c'est que 80%, c'est ça, et vous me contredisez si c'est nécessaire, 80% des handicaps ne sont pas visibles. Exactement. On a tous la représentation, effectivement, de l'handicap moteur avec le fauteuil roulant, mais ça représente 2% effectivement des personnes en situation de handicap, et 80% des handicaps ne se voient pas. Donc il est difficile d'identifier effectivement une personne en situation de handicap. Tout à fait, on va en reparler de toute manière tout le long de cette émission. Je sais, Arnaud, vous aimez le sport. J'adore ça. Alors, ceux qu'on va rencontrer là maintenant, ils ont 15, 16 ans, 17 ans, sont des jeunes qui ont été victimes d'un handicap. Ils s'entraînent ici au stade de Guidruc parce qu'ils font partie du pôle espoir athlétisme, handisport de Tours. Et leur but, leur objectif, c'est ça qui est génial, en plus une force qui est terrible, ils veulent participer aux Jeux paralympiques de 2024. Ouais, bel objectif. On regarde ce reportage, il est signé Dominique Pouget et Grégoire Gréchois. C'est une histoire de sport, de handicap et d'amitié, de dépassement de soi aussi. En piste, avec les espoirs de l'athlétisme handisport. Alice, 17 ans, est en terminale, déficiente visuelle de naissance, une première sélection en équipe de France sur 100 et 200 mètres. J'ai commencé l'athlète pour me vider la tête, pour faire un loisir. Et ce qui m'a donné envie, je pense, c'est de voir que je remportais des médailles, de voir que j'aime la compétition. Je suis très compétitrice, donc je me suis dit pourquoi pas. Yasser, 15 ans, en seconde, double amputé fémoral de naissance, spécialiste du 100 et 200 mètres, lui court en fauteuil. Black Panther, c'est son surnom. Je me sens en symbiose avec lui, c'est un peu mon partenaire en fait.
il est toujours là. C'est grâce à lui qu'on va aller loin, peut-être aller jusqu'à Paris 2024, peut-être. C'est une perspective qu'on espère atteindre. Tout le monde, on travaille pour ça. Tiffaine, 16 ans, amputée tibiale après un cancer, elle est en première. Sa spécialité, le 100, 200 mètres et le saut en longueur. J'espère aller le plus loin possible, hein. On a les moyens de toute façon. Je pense qu'on a tous les moyens pour faire des belles choses cette année. Donc il faut juste régler les petits problèmes médicaux, prendre le temps. Je pense que ça va venir au fur et à mesure. C'est lundi, la semaine commence. Venue du Maine-et-Loire, après 2 heures de route, Tiffaine et sa maman arrivent à l'internat du lycée Choiseul à Tours. Un lycée avec des horaires aménagés pour les jeunes athlètes du pôle espoir handisport. Après un cancer du pied à l'âge de 11 ans, difficile à accepter pour la famille, le sport a changé leur vie. Il faut s'ouvrir aux autres, mais il y a quand même le regard qui est dérangeant, des critiques, qui sont un peu pénibles, mais bon, une fois qu'on est passé au-dessus de tout ça, on fait abstraction, de toute façon, et puis ça se donne un objectif comme elle l'a fait, et puis voilà quoi. Déjà, on bouge tout le temps, on rencontre plein de monde, et on est moins enfermé sur soi-même. Du coup, socialement, ça joue beaucoup. Puis même mentalement, de rencontrer du monde et de se faire du bien physiquement, c'est beaucoup mieux que d'être enfermé ou allongé sur son lit toute la journée. Le handisport, pour moi, je me considère comme valide, donc je suis valide. Je ne veux pas rentrer dans ce monde du sport handicapé. Je ne voulais pas l'accepter en fait. Mais là, je trouve que c'est carrément mieux en fait. Personne n'est comme moi déjà dans le lycée, donc ça, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça assez original, du coup, autant l'utiliser à la place de le cacher. Bonjour. Changement de décor entre les cours et les entraînements du pôle, les jeunes athlètes goûtent au sport scolaire. Mais on va faire des essais. Au gymnase, découverte du badminton avec des valides. Yasser et Tiffaine, très compétiteurs, ont déjà en vue un championnat de France de sport partagé. C'est vraiment sur la fin que tu sais. On appelle ça relâcher serré. C'est sur la fin, le fait de serrer qui donne de la vitesse au volant. D'accord? Tu veux souffler un petit peu? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? C'est une expérience unique, à la fois pour mes sections, qui eux, ils ont un projet sportif comme leurs camarades du pôle, et avec les mêmes ambitions, et du coup ils se retrouvent tout de suite engagés sur des projets communs. Et c'est vraiment, c'est fédérateur, c'est émulateur, et ça crée vraiment une belle ambiance entre eux. Ouais, presque. Mais j'y arriverai un jour. Ah, attends, vas-y, j'arrive ça. Ouais, mais voilà. Il se débrouille vraiment bien, franchement. Je m'y attendais pas et c'est vraiment pas mal. Donc c'est cool. On partage quand même des moments avec des personnes qu'on connaît pas forcément. Ça, c'est cool. Et j'aime bien, c'est rapide, ça va vite. Du coup, ça, j'aime bien. C'est le partage, du coup. Et puis, il y a l'ambition des jeunes, il y a des gens qui veulent y arriver, des gens qui veulent passer d'autres caps. C'est amusant. Il y a une compète, du coup, on est là, quoi. C'est le moment qu'ils attendent tous avec impatience, les entraînements 6 fois par semaine avec le coach et les copains du Pôle Espoir. On n'a pas que j'ai mal au poignet à cause du badminton ou... Non, c'est pas le badminton. Et j'adore les... Arrête Je sais pas, à force d'écrire. Une équipe soudée et enthousiaste, Alice, après un mois de repos, fait son retour à l'entraînement suite à ses championnats d'Europe à Berlin en août. Une expérience inoubliable. Alice Matthijs of France in 8. Ça a été une compétition assez stressante, surtout que j'étais face à des filles très expérimentées. Donc c'est vrai que je me sentais un peu le bébé de la bande. J'ai beau avoir eu une sélection internationale, je suis vraiment pas la meilleure. Et il y a encore beaucoup de travail et il faut vraiment garder les pieds sur terre. Je pense que c'est très important. Allez, c'est bien, relâche-toi. Guénaël, l'homme orchestre du Pôle Espoir, coach, confident, c'est le lien de confiance entre les familles et les jeunes qu'il doit accompagner au plus haut niveau. On parle beaucoup de résilience, on parle beaucoup sur le fait qu'ils soient plus forts mentalement parce que par rapport au handicap. Alors, il y a une part de vérité,
Moi, c'est pas mon argument le principal. J'ai fait travailler sur le fait de pouvoir accéder sur le haut niveau. Maintenant, on sait qu'il y a des parcours différents et plus ou moins complexes pour chacun et chacune d'entre eux. Quand ils arrivent sur la piste, c'est vraiment leur force. Ah, j'avais oublié ces sensations. Retour au lycée, il est 19h30. Chaque soir, Tiffaine et Alice, originaires du Blanc dans l'Indre, rejoignent l'internat. Loin du cocon familial, les journées de ces jeunes sont intenses et longues, très longues. C'est assez long, mais après c'est un rythme à prendre et on essaie de s'avancer la journée pour pas avoir à faire nos devoirs après. Ça fait de longues journées parce que le matin on est ici à 7h30 et puis le soir on est encore ici assez tard après l'entraînement. Et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'après on a encore nos devoirs à faire, notre douche à prendre, notre soirée à passer. Journée longue et nuit courte. Hola! L'internat, c'est aussi une histoire d'amitié. Depuis l'an dernier, elles sont 4 à partager la chambrée d'Alice et Tiffaine. Déjà fans, elles suivent leur parcours et profitent de leurs conseils. On va faire une petite séance tous ensemble pour les pieds. Les pieds. Toi tu forces, mais genre gentiment. Quand tu remontes ses pieds. On va pas lui casser le pied quoi. Ça fait trop mal. Ça fait mal? Ça fait mal. Action. Qu'est-ce que vous souhaitez à Alice et Tiffaine? Qu'elles aillent jusqu'au bout de leur rêve. Qu'elles réussissent, qu'elles aillent loin. Et leur rêve? Paris 2024. Retour au stade, Yasser a d'abord essayé les lames de course, mais l'expérience n'a pas été concluante. Aujourd'hui, il bénéficie d'un suivi espoir avec Serge Robert. Sélectionné au JO d'Atlanta, cet ancien athlète de haut niveau et entraîneur de l'équipe de France en fauteuil détecte ses potentiels. Montez les bras, monte. Yasser, c'est un athlète qui a la fibre, on va dire. C'est un beau potentiel, c'est un bel athlète. Après, c'est le préserver surtout. La course fauteuil est un sport qui est très long, qui est très rigoureux, qui demande beaucoup. Il faut 10 ans pour être performant au niveau international, donc il ne faut pas brûler d'étapes, il faut y aller tranquille. Et surtout l'accompagner, que lui s'épanouisse. Il est jeune, il a besoin de s'amuser, se faire plaisir avant tout. Il ne faut pas qu'il sente qu'il vienne au travail, il sort de l'école, il vient ici, donc il ne faut pas que ce soit non plus une charge. Donc il faut jongler un petit peu les deux et c'est ce qu'on va essayer de faire. Pense à sortir du virage, accélérer et passer le steering après. Mais tu verras que mes virages là ils sont pas réglés, je sais pas comment, j'arrive pas à les régler les virages, c'est chaud. J'apprécie qu'il y ait des gens qui prennent de leur temps pour se déplacer pour moi et pour Paul, mon coéquipier. Et tous ces conseils sont bénéfiques pour nous, ils sont très bien placés, et puis on est à l'écoute, on prend ça avec beaucoup de rigueur et on est attaché à ce qu'ils nous donnent des bons conseils comme ça. Après l'entraînement, encore 1 heure de transport, il est 20h, Yasser retrouve sa famille à Tours, épuisé. Ah, c'est toi? Je suis fatigué. Ouais. Je suis dessus. Alors ça, c'est ma chaise pour me déplacer. Ça. Vous voyez, c'est plus pratique de pouvoir se déplacer dans la maison plutôt que d'utiliser ses mains. Et quand je suis fatigué, c'est pratique. La vie de famille, un facteur clé dans la réussite du projet des jeunes athlètes. De l'amour, du soutien, des parents admiratifs de la motivation et des ambitions de leur fils. À 15 ans, Yasser a faim de victoire. Déjà, champion de France, champion d'Europe, champion du monde aussi. Ah non, c'est des paliers à gravir. On va gravir ensemble avec l'équipe. Là, il y a la motivation, c'est là qu'ils ont commencé à faire les compétitions. Et là, après un moment, je vois mon fils changer, les horaires, les plannings. Il ne veut plus boire du coca. Je me dis, je dis papa, mais non, c'est le haut niveau. Le coach m'a dit, si je fais ça, je vais faire le McDo, finir les kebabs. Il ne faut pas oublier qu'en fait, le corps, c'est l'objet de performance. Et si on entretient mal, on fait mal les choses. Franchement, quand je vois ça, je me dis, waouh. Je me dis, le sport, franchement, dans la vie, ça aide beaucoup. Et puis pour son handicap, en tout cas, personne n'avait pas parié qu'il pouvait avoir cette force mentale pour dépasser tout ça. C'est à Châteauroux que nous retrouvons Alice en famille, des parents propriétaires de cirque, une sœur voltigeuse et des valeurs sportives partagées sous chapiteau depuis l'enfance. Après un parcours douloureux dans un club de gymnastique avec des valides où elle n'avait pas sa place, il a fallu rebondir. On a choisi l'athlétisme parce que c'est un peu le hasard et c'est surtout les Jeux de Londres qui m'a fait penser à ça.
mais c'était moi, c'était pas elle. Et donc je voulais en même temps que ça soit son choix. Voilà. Et donc on a réussi, donc c'est super. Grâce à l'athlé, grâce à ma famille, grâce à mes amis, tout ça, ça m'a permis d'avoir une sorte de thérapie, on va dire, et d'accepter ce handicap qui est devenu ma force, qui est devenu une part de ma personnalité. Et je l'accepte totalement aujourd'hui. Je sais que c'est un exutoire, je sais que ça permet de repousser ses propres limites et de se vider la tête et d'aller de l'avant. Donc je suis très heureuse et je pense qu'il n'y a pas mieux pour elle pour s'épanouir. Et se dépasser soi-même, c'est bien, mais quand on court contre les autres, il faut être devant. Retour à la piste pour une séance d'entraînement très attendue par Tiffaine avec Marie-Amélie Le Fur, une fille en or. La championne paralympique multimédaillée venue partager son ressenti du haut niveau avec ses jeunes coéquipiers. Ah, salut. Bah oui, c'est pénible, c'est sûr. J'avais pas remarqué qu'elle était là du coup. Voilà. Je cherche vraiment pas de la hauteur, c'est j'anticipe le sol pour vraiment aller haut et de l'autre côté après on fait pareil. Allez, c'est parti. Pour moi, la jeune génération, c'est vraiment un plaisir de partager avec eux parce que finalement, ce que nous, on nous a transmis en amont, on est content de leur dire. Et surtout, moi, j'ai conscience que cette génération, elle n'a pas le temps que nous, on avait. C'est-à-dire que nous, on a eu plus de temps pour devenir performants. Sauf que le niveau, il est plus ce qu'il était et qu'on va leur demander d'être ultra performants en 2024. Donc si on peut leur permettre de gagner un petit peu de temps par rapport aux expertises qu'on a acquis, c'est vraiment un bonheur et surtout, ils sont ultra réceptifs. Pour les prothèses et tout, je pense qu'elle peut m'apporter beaucoup de choses parce que elle est vraiment amputée, donc elle sait vraiment de quoi elle parle, quoi. Pas comme le coach, il sait, mais il a des petites techniques qu'on n'a pas, quoi. Du coup, non, c'est que des bonnes choses à prendre. Le rêve de Tiffaine, Alice, Yasser et tous les athlètes du Pôle Espoir, retrouver Marie-Amélie Le Fur aux Jeux paralympiques de 2024. L'aventure est belle, elle ne fait que commencer. Ce sera à Paris, dans notre pays, face à tous nos amis, notre famille, nos proches. Donc oui, c'est un objectif très important et on travaille pour ça. Arnaud, je sais que vous êtes particulièrement touché, ému par le reportage que vous venez de voir. Ah oui, formidable reportage où finalement le handicap devient une force incroyable et permet de se fixer de superbes objectifs. Ce qui est génial, c'est qu'ils sont là derrière nous, là. On les retrouve là parce qu'ils s'entraînent là régulièrement. Ici, ce sont les espoirs du sport handisport, enfin de l'handisport français, c'est clair. Oui. Par contre, ces jeunes, ils ont une difficulté, c'est quand même de trouver des partenaires. Et ça, c'est un petit peu dommage quand même, parce que les valides, ils en trouvent, et des gros, alors que ce serait formidable justement de pouvoir les aider. Le handisport souffre encore d'un manque d'exposition médiatique et du coup c'est vrai que les entreprises ne sont pas encore totalement sensibilisées, mais c'est une vraie chance pour une entreprise aujourd'hui d'avoir un athlète handisport en termes de communication, en termes de valeur que celui-ci va véhiculer au sein de l'entreprise. Vous avez parlé d'entreprise. Alors, et là on va en revenir à la GFIP, parce que finalement, alors c'est un organisme, je le précise, c'est un organisme privé, il y a exactement le même organisme pour le public, c'est ça ? Exactement. Alors, c'est quoi ? Ils ont des obligations, les entreprises, par rapport aux handicapés. Totalement. La loi a fixé aujourd'hui, effectivement, une obligation d'emploi de 6% de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises de plus de 20 salariés. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais qu'il y en a certains... Alors, est-ce que c'est oui, on joue le jeu ou on paye la sanction ? Parce qu'ils ont une sanction quand même. Exactement, il y a une sanction financière à partir du moment où on ne respecte pas cette obligation d'emploi. Il y a une vraie évolution, il faut pas... Alors, on n'est pas encore arrivé aux 6%, mais il y a une vraie évolution depuis plusieurs années. Quasiment 80% des entreprises qui ont l'obligation d'avoir des personnes en situation de handicap dans leur effectif ont au moins une personne en situation de handicap. Voilà, donc ça progresse. Pas totalement aux 6%. On est à peu près à 3,4% aujourd'hui au niveau national de personnes en situation de handicap.
dans les entreprises, mais ça progresse, ça progresse. Alors, ils sont touchés par le chômage, c'est-à-dire que la moitié, c'est important par rapport aux autres demandeurs d'emploi. Ils sont beaucoup plus représentés dans leur... Oui, oui, tout à fait. C'est plus difficile aujourd'hui quand on est en situation de handicap de trouver un emploi puisqu'on est touché 2 fois plus par le chômage. Le chômage est quasiment à 19% pour les personnes en situation de handicap alors que pour ce qu'on appelle le tout public, c'est 9%. Donc effectivement, on a moins de chances de retrouver un emploi quand on est en situation de handicap. Allez, on regarde encore la caméra et on demande aux chefs d'entreprise de faire quelque chose. Je vous emmène à Dun-sur-Oron maintenant, on va parler d'handicap mental. C'est l'hôpital psychiatrique donc, qui place un certain nombre de ces patients. Ça fait un siècle que ça dure. Donc on va dire en traitement thérapeutique familial, c'est-à-dire qu'ils sont placés en famille d'accueil. Et c'est un très très beau reportage aussi, très émouvant de Corinne Bianrosa et Sana Asnaoui. On y va. Viens Bernard, on va chercher le pain. Allez, viens. Un pain complet tranché. Hop. On les connaît vachement bien, quoi. Moi, ça va faire bientôt 7 ans que je suis ici, et depuis 7 ans, je les vois tous les jours. J'ai pas à me plaindre, quoi. Oui, on les voit tous les jours partout, quoi. On les voit passer assez régulièrement, même des fois, 2 fois dans la journée. Donc, mais non, il n'y a jamais eu de souci. Moi, je sais que quand je viens le matin là, je sens le pain, les gâteaux, les pâtisseries, quoi. Et ben, ça me fait plaisir. Comme je disais hier à Bernard, je disais de temps en temps, ben, j'ai le droit de rêver un petit peu, quoi. Même si je... voilà, quoi. Stéphane et Bernard habitent le village de Meillan. Ils sont placés depuis plusieurs années en famille d'accueil dans un logement indépendant. Yolande, la maîtresse de maison, est rémunérée par l'hôpital tout proche de Dun-sur-Oron. On va se régaler, Bernard. La brandade de morue. Je pensais pas qu'au départ, j'aurais pu. Je vous assure qu'au départ, je vais pas me cacher, je l'ai fait par intérêt, parce que il fallait gagner sa vie, hein, et après on se prend au jeu. C'est vrai qu'on se prend au jeu après, oui, oui. Oh, c'est pour ça que tu m'en vas. C'est tous les jours les médicaments, Stéphane? Ah oui, oui, tous les jours, matin, midi et soir. Et voilà, tous les jours, c'est pour avoir un équilibre. Pour, enfin, je dirais pas pour survivre, parce qu'on en a besoin, c'est pour nous aider, quoi. Ça nous aide beaucoup, les médicaments. Mais disons que bon, faut y mettre du sien aussi de temps en temps. Mais c'est pas toujours facile aussi, hein. Mais bon. Ah, des tomates du jardin. Ah, c'est bon. Les dernières. Ah ouais. Elles sont bonnes. Ouais, bon appétit. Voilà. Alors, bon app, les gars. Bah, merci, Yolande. À plus tard. Bon appétit à vous, puis à votre mari. Le placement en famille des personnes atteintes de troubles psychologiques est une tradition de plus d'un siècle dans ce coin du Berry. Les paysans, qui avaient du mal à vivre, ont accepté d'héberger les malades en surnombre des hôpitaux psychiatriques parisiens. Une expérience que beaucoup pensaient vouée à l'échec. La folie fait peur, mais une fois qu'elle est stabilisée, je veux dire, elle est complètement gommée. Ici, vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de folie, mais d'intégration d'une population qui a une différence, oui, effectivement, mais qui est complètement gommée parce que les patients sont intégrés dans le village. C'est mon jouet. J'ai pas de voiture, donc j'ai une machine à coudre.
Ça, c'est pour qui alors, par exemple? Bah, ça va être pour Luca, un petit enfant que je connais bien. Luca, c'est le fils de la famille où Véronique est hébergée depuis 5 ans. Salut Véronique. Salut Luca. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tu fais quoi? La couture. D'après toi, qu'est-ce que je fais? Bah de la couture, t'as ta machine à coudre. Ah bah oui, hein. J'ai mon jouet, comme je te dis. Ouais, tu fais quoi là? Je vais faire une trousse. Ah, si tu veux pour toi. C'est comme quelqu'un qui est proche, mais un petit peu quand même pas trop proche parce qu'elle fait pas partie de ma famille. Mais voilà, je l'aime bien Véronique. C'est très gentil ce que tu as dit. Mais de rien. Très bien. Bon, et qu'est-ce que tu veux, mon Luca? Véronique ne se sépare jamais de son agenda qui remplace la mémoire qu'elle n'a plus. C'est ma tête, mon agenda, c'est ma tête, donc je l'ai avec moi. Et si je ne l'ai pas, je ne peux pas vous dire quel jour on est. Malheureusement. J'en suis arrivée là. Je ne l'ai pas choisi. Mais dans un autre sens, si on m'a mis dans une famille d'accueil, c'est que je suis capable de m'occuper. Et puis je pense que je m'en sors très bien. Et que je ne sois pas malheureuse, que je me sente bien. Merci bien Pascal, merci. Le café est l'endroit où François retrouve les pensionnaires qui habitent son village. 5 buts en 5-6 matchs. Un but par match. François, vous venez tous les... Tous les jours, oui, tous les jours. Je viens chercher le pain. De temps en temps, j'ai le besoin de boire un café. Parce qu'il ne faut pas trop boire de café pour la santé. C'est mauvais pour le cœur. Et sinon, je reviens le soir de temps en temps avec ma petite copine. On boit un café ou une limonade. Puis voilà. Allez, vous faites comme vous faites d'habitude, hein, les garçons, vous saluez. Et on y va, vous faites quelques touches. Comme François, les malades qui pratiquent l'escrime sont tous licenciés du club. Ils participent aux entraînements collectifs. Je te touche. Au départ, ils venaient en groupe le jeudi une fois par mois. Et le truc, c'était aller vers l'autre, aller demander à celui que je ne connais pas de faire un match avec moi. C'était pas gagné au départ. Ils restaient beaucoup entre eux et la consigne, c'était non, interdit. Jeudi, vous n'avez pas le droit de rester entre vous, vous ne devez faire aucun match entre vous. Une fois que ça a été passé, eh bien, il y a 3 compétitions départementales dans l'année sur lesquelles ils participent tous. Voilà. Et François est déjà monté sur le podium 2 ou 3 fois. Au début, on a peur de faire mal à son adversaire du jour, même si c'est un copain. Alors qu'en fait, il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a tout l'habillage et tout ça qui protège la personne. Et puis c'est pareil, sinon on n'évolue pas. Si on joue trop gentiment, choses comme ça, on ne peut pas évoluer comme on devrait le faire normalement. Mais c'est un combat de tous les jours, oui. Un joli combat. Comme un pèlerinage, Pascal et Bernard viennent quotidiennement se promener au château de Meillan. Vous êtes heureux? Ouais. Ah oui, je suis très heureux, ouais. C'est vrai. Mieux qu'avant, parce qu'avant, j'étais toujours enfermé chez moi. C'est vrai, ouais. Vous voulez un petit café comme d'habitude? Un petit café. Bah tiens, je vais prendre un petit café aussi. D'accord. Il a trouvé un ticket, il dit qu'il a gagné.
Là, j'ai perdu hier soir, je l'ai retrouvé sur ma fenêtre. Ah bon, il a trouvé ça. À vous de chance. Est-ce que vous voulez vous installer ici ou est-ce que vous voulez Non, vous dehors. installer On va aller dehors, ouais. Vous voulez vous installer dehors? Ouais. Dehors. D'accord. Ah oui, justement. Moi, je vous apporte votre café. Merci Martine de votre générosité. Voilà, bonne dégustation. Merci Martine, à plus tard, à tout à l'heure. Au départ, ils réglaient tous les jours leur café et puis j'ai pris l'habitude de leur offrir le café. Donc ils donnent une petite participation quand ils peuvent et puis comme ça ils ont leur café tous les jours. Puis ils sont contents. Vous voyez, à Meillan, moi je remercie beaucoup de gens qui m'ont aidé dans cette démarche. Bon, le boulanger, regardez au château, Marie-Cécile, la coiffeuse. C'est grâce à eux s'ils sont comme ça. Il n'y a pas que moi. Hein. On est plusieurs hein, comme ça, quelques habitants de Meillan qui les considèrent bien, comme des personnes normales. Vous avez beaucoup. Il y a des gens comme ça que je peux remercier qui font partie de comment on peut dire, de la cellule soignante. Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis. Pour me comprendre, il faudrait connaître ma vie. Et pour l'apprendre, devenir mon ami. On fait partie du monde. Et les gens ne nous feront pas tout de suite ah bah, elle est malade. Donc non, c'est pas marqué sur mon visage. Ma force est à l'intérieur, je peux battre pour moi. Si je me bats pas pour moi, personne ne fera ma place. Donc il faut bien que je me batte. Si je me bats pas, eh ben, je baisserai les bras. Et je serai où? Ce matin, François et Virginie, sa famille d'accueil, ont rendez-vous à l'hôpital de Dain avec le docteur Michel pour un bilan. François, nous, ce qu'on constate, et l'équipe aussi, la famille d'accueil, c'est que vous êtes en bonne voie de stabilisation et qu'on peut maintenant envisager un avenir au travail et une réinsertion en milieu protégé, en tout cas. Bah, c'est bien qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, ça me plaît beaucoup, c'est bien ce que je pense, c'est ce que j'envisage. Ah, c'est ce que vous envisagiez? Oui. Vous n'en aviez jamais parlé en plus. Oui, ça a mûri tout doucement dans ma tête. Ah, ça a mûri. Oui. Cette prise en charge globale, qui est à la fois humaniste, humanitaire, ça me convient bien parce que moi je travaille au plus proche des patients dans leur environnement. Donc oui, j'y crois parce qu'il y a des bons résultats et il y a très peu de réhospitalisation dans les services aigus, très peu, c'est peut-être à la marge 2 ou 3 par an et encore dans les services où ils sont stabilisés pendant une semaine lors d'une décompensation. Bonjour. Très bien. Tous les jeudis à l'hôpital, on distribue les médicaments de la semaine aux familles d'accueil. Je viens chercher le traitement de François et Daniel, s'il vous plaît. Attendez, je vous avais... Voilà, merci. Je crois en lui, il va y arriver à quitter. Le thérapeutique, c'est vraiment un tremplin pour retrouver une vie tout à fait normale. Et François, oui, je suis vraiment confiante. Chaque année, plusieurs patients quittent l'hôpital de Dain pour une vie plus autonome. Pour les autres, le placement familial reste la garantie d'un avenir sans enfermement. Ah, sur la voiture. Je sais pas, à Non, l'intérieur. La voiture, elle est là. La voiture? Plus bas que ça. Celui-là, Arnaud, il est aussi très très émouvant de reportage. Superbe reportage.
où on voit vraiment l'importance de l'accompagnement humain et ça renvoie vraiment à la société inclusive dont on parle aujourd'hui et qui est vraiment à l'ordre du jour. Le reportage l'illustre vraiment de façon magistrale. Sans accompagnement humain, c'est impossible aujourd'hui d'intégrer des personnes en situation de handicap mental. D'ailleurs, on voit toute la joie qu'elles ont de participer à la vie de la commune, d'être acceptées sans aucune difficulté. Et il n'y a rien de mieux que l'humain pour l'humain, ça c'est clair. On va parler de la maladie mentale. Soit elle est de naissance, d'accord, soit elle peut arriver dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la société, qui se développe depuis un certain nombre d'années, entraîne des maladies mentales que l'on découvre, mais qui sont liées à des problèmes aussi de société, d'addiction, de choses comme ça. Elles deviennent de plus en plus multiples et de plus en plus difficiles à diagnostiquer pour certaines. Oui, c'est effectivement de plus en plus difficile aujourd'hui de poser un diagnostic très précis sur le handicap mental et même sur le handicap psychique, parce qu'elle est multifactorielle. C'est des handicaps effectivement qui se combinent avec des addictions, avec des difficultés comportementales et ça crée vraiment des difficultés en termes de diagnostic et vraiment de compréhension. Alors, il y a un syndrome, parce qu'on en parle beaucoup depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années environ, beaucoup plus dans les 3-4 dernières années, c'est le syndrome de l'autisme qui est apparu. D'une prise de conscience beaucoup plus importante. Oui, vous avez totalement raison. D'ailleurs, on parle du trouble du spectre autistique, ce qui explique bien que c'est vraiment une maladie avec une singularité très, très particulière. Chaque autiste est différent. Il y a des autistes à haut potentiel. Voilà, c'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, c'est devenu un sujet d'importance. Le 4e plan pour autisme a été lancé au mois de mai dernier, avec une vraie ambition de permettre aux autistes de travailler. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, 95% des autistes ne travaillent pas. Alors, on va aller, parce que vous connaissez bien en plus cet endroit, on va aller en Eure-et-Loire, dans une filiale d'Andros, où là, 10 autistes, ils ont un CDI. 10 autistes, exactement. C'est super ça. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. J'ai eu cette chance effectivement de visiter l'entreprise, de voir travailler ces jeunes, puisque c'est principalement des jeunes autistes. Ils travaillent en production sur des postes d'ouvriers et aujourd'hui l'entreprise n'en tire que des bénéfices en termes de productivité, en termes d'efficacité. C'est incroyable. Et tout a été extrêmement bien réfléchi, on va le découvrir dans le reportage. Merci Arnaud d'avoir passé cette enquête de région avec nous. On va leur souhaiter à ceux qui sont derrière de les retrouver en 2024 aux Jeux olympiques, paralympiques. Hop, je l'ai dit, comme ça on les réunit tous les deux. Mais voilà, on regarde ce reportage donc, sur le syndrome de l'autisme et cette intégration en entreprise. C'est un reportage de Nathalie Hérault et Didier Lepape. Donne-moi la maman. La maman. Bravo Arthur, très bien. Donne-moi le papa. Papa. Très bien. Donne-moi le bébé. Bébé. C'est super. Donne-moi Ce le jour-là, canapé. Arthur réussit brillamment son test d'aptitude. 8 mois plus tard, c'est un grand jour pour ses parents. Leur fils signe aujourd'hui un CDI. On est aujourd'hui vraiment très content de ce dispositif et encore plus ravis qu'Arthur nous rejoigne. Et puis voilà, c'est que le début pour lui d'une longue aventure. Et pour vous aussi. Voilà, donc on va te donner ton contrat à signer, si tu veux bien, s'il te plaît. La scène peut sembler banale, mais Arthur n'est pas un jeune homme comme les autres. Il est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Sa scolarité a été compliquée. Pour sa maman, le chemin a été long. Je me suis détachée vraiment de cette peur de l'avenir, d'avoir l'enfant parfait, parce qu'il y a quand même un deuil à faire dans l'autisme, de l'enfant parfait. C'est tout de suite, quoi. Dès qu'on sait, il faut agir. Il ne faut pas laisser, comme Arthur, il a été pris en charge beaucoup trop tardivement, et je pense qu'effectivement, il aurait pu peut-être être verbal aujourd'hui, peut-être faire des études. On ne sait pas. On ne sait pas. Félicitations Arthur. Ouais. Quand on est un parent d'enfants autistes, c'est certainement très compliqué et très frustrant de ne pas pouvoir communiquer, interagir avec son enfant
pour des raisons vraiment très affectives. Un enfant qui ne fait pas de câlin, un enfant qui n'a pas de contact oculaire, un enfant qui ne présente pas de réciprocité sociale, ça doit être très compliqué. Depuis la toute petite enfance, ça se manifeste par un enfant qui ne va pas tendre les bras quand sa maman va arriver pour le chercher dans son lit, ou qui ne va pas le regarder lorsqu'il mange ou tète. L'autisme affecte le système nerveux dès le ventre de la maman. Communiquer est difficile pour eux. Leur pensée est très visuelle. Donc la commande, c'est 9 bacs à remplir. Donc en fait, il met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et il enlève à chaque fois qu'il a fait un bac. Dans cette usine filiale d'Andros de 450 salariés, 8 personnes autistes sont en CDI, une première en France. Chaque matin de la semaine, pendant 3h30, les jeunes sont au travail. Avec Terence, Arthur ouvre les cartons et trie les pots. L'espace est entièrement organisé pour eux. Chaque référence est signalée par une affiche de couleur, de manière à ce que les garçons se repèrent, soit avec le chiffre, soit avec la couleur en fonction de leurs compétences. Pour traverser, une signalétique a été mise en place. C'est à nous de nous adapter au niveau de compréhension de la personne. Donc si l'outil ne fonctionne pas, on le teste sur un temps donné et défini aussi en réunion. Et donc si l'outil ne fonctionne pas, on le réadapte, puisque l'objectif c'est de s'adapter à la problématique de la personne, à son niveau de compréhension et pas l'inverse. Après la matinée de travail, les jeunes retournent chez eux, à la maison du parc située aussi à Auneau, en Eure-et-Loire. Un bâtiment niché au cœur d'un jardin de 20 hectares. Il a été entièrement rénové par Andros et prêté à l'association Vivre et Travailler Autrement. La maison est financée par le conseil départemental et par les loyers des chambres payés par les autistes. Où sont les hommes ? Demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Tous les jours, des activités sont proposées à la maison du parc. On va essayer de partir de cette histoire-là pour dessiner. On va dessiner le petit prince. Le petit prince ? Oui. Et là, Luc, c'est la fleur ? Arthur ? Qu'est-ce qu'il y a après comme image ? Renard. Un renard. C'est une émotion du moment et on ne cherche pas spécialement à révéler quelque chose d'eux. C'est un moment où ils sont libres d'expression. Le trouble du spectre de l'autisme varie d'une personne à l'autre. Certains parlent ou écrivent, d'autres non. Donc vous pouvez avoir une personne autiste qui présente des compétences intellectuelles dans les normes, voire supérieures à la norme, comme vous pouvez avoir une personne autiste qui a une déficience intellectuelle associée, légère, moyenne à sévère. Donc on a affaire à des profils complètement différents. On peut être autiste et faire des études. Luc travaille chez Andros et c'est grâce à lui que le dispositif existe. Son père, Jean-François Dufresne, directeur général, est à l'origine du projet. Il se bat pour que les autistes travaillent, car en France, seulement 5% ont un emploi. La caractéristique française, mais qui est assez répandue de toute façon, c'est de considérer que quand on voit un handicapé, de se dire mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il peut faire ? Et comment je l'aide à pouvoir faire et pouvoir exprimer ses compétences. L'objectif, c'est qu'ils nous quittent. C'est que certains d'entre eux, ils n'y arriveront peut-être pas tous, mais que certains d'entre eux puissent acquérir un tel niveau d'autonomie qu'ils puissent aller travailler, peut-être pas qu'à mi-temps, peut-être pour certains à plein temps, et que, parallèlement, ils puissent avoir un appartement en ville. Le lendemain, retour chez Andros. Là, c'est des yaourts au chocolat. Et ensuite, il y a différents postes. Donc chaque jeune va s'installer sur le poste sur lequel il est mis au niveau de la photo.
Reinecker, Jordan, Luc et Louis mettent les couvercles sur les pots de yaourt. Le fait de faire des tâches répétitives, ça rassure le jeune puisque du coup c'est du quotidien, c'est la répétition, c'est rassurant pour eux et c'est une tâche qu'ils connaissent. Donc en plus ils sont très productifs parce que pas d'angoisse, pas de problématique, c'est toujours pareil. Répéter tous les jours les mêmes actes aide les personnes autistes. Certaines deviennent même ultra compétitives. Aujourd'hui, pour être honnête, les semaines les moins bonnes, c'est les semaines où les personnels autistes sont pas là, ils sont en congé. Parce que eux, avec le temps, ils ont de l'expérience. Donc du coup, leur travail aujourd'hui, ils le font très vite. Parce qu'ils ne se perdent pas de temps à chercher, à comprendre. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc quand eux ne sont pas là, on remplace par des personnes intérimaires qui, eux, n'ont pas les connaissances. Donc il leur faut un temps d'apprentissage. Certains après-midi, Arthur et Reinecker vont faire les courses. Voilà. Céline les accompagne. Alors, on prend des betteraves et on va prendre des radis. Des radis. Ouais, super. Bravo Arthur. Arthur, viens voir, la dame, elle te demande pour combien de personnes? Allez, 12. Tu veux quoi, Arthur? Tu veux quoi comme poisson? On a dit du cabillaud. Super. Bonjour. Je viens souvent le lundi et je les passe souvent à ma caisse. Je trouve ça bien parce que ça peut leur permettre de leur prouver qu'ils peuvent être comme tout le monde. Tous les soirs, les jeunes racontent leur journée. Un rituel qui les force à prendre la parole. C'est Arthur qui commence. C'est parti. À qui de raconter sa journée? Super, Terence. Ils ont beaucoup de mal à initier les choses, ils ont besoin de nous pour ça. Et là, justement, c'est ce qu'on travaille avec eux. C'est pour ça qu'au début, on dit qui veut le faire. On leur propose, mais on ne désigne pas. C'est pour qu'ils puissent avoir l'initiative et qu'ils arrivent à demander d'eux-mêmes. C'est très important. Bonne nuit, Lolo. Retour à l'entreprise, à la pesée. Ce travail fonctionne pour les autistes, mais trier les palettes, par exemple, a été un échec. Ils n'arrivent pas à juger, de se dire, celle-ci, elle est un peu fragile, mais ça passe quand même. Ou celle-ci, elle est un peu esquintée, mais ça va quand même passer. C'était oui ou non. Et donc, du coup, on n'a pas pu trier ici. Nous, on a certaines palettes, on est obligé de faire un compromis. Et le compromis, au niveau de l'autisme, ça passe pas. Les jeunes maîtrisent ce travail car ils apprennent à peser. À la maison du parc, super. Ils cuisinent. C'est bien, Luc. Stop. Ici, en fait, je leur apprends à peser correctement, mais avec une balance électrique. Parce qu'avec l'aiguille, en fait, ils ont beaucoup de mal. Et ils n'arrivent pas à associer, en fait, les grammages. Donc, du coup, par contre, si je leur mets le petit picto d'à côté, 500 grammes, avec ce qu'ils doivent mettre sur la balance, c'est beaucoup plus facile pour eux. Génial, merci, Rénica. Allez, on y va. Terence, tu peux aller dans le manège, Terence, vas-y. Parmi les activités des jeunes, l'équitation. Le cheval est une présence apaisante. 1, 2, 3. Et tu t'assieds doucement. Parfait. C'est aussi l'occasion de travailler l'équilibre. Stop. Voilà. Ok, tu lui fais une caresse? C'est bien. Quand on part en balade, j'essaye aussi qu'il ne soit pas trop passif sur le cheval. Donc je les fais par exemple s'arrêter, repartir, caresser les oreilles, se pencher. En balade, on a dans la forêt, là ça monte, ça descend. Donc en montée, ils doivent adapter leur position. En descente, prendre une autre position. La journée se termine. C'est le départ en week-end. Arthur va retrouver sa famille, il nettoie sa chambre avant l'arrivée de sa grande sœur.
Il adore passer du temps avec moi. Enfin, vu que je suis de la même tranche d'âge, c'est ce qu'il devrait faire normalement, quoi, sortir avec des amis. Donc souvent, quand j'ai des copines, on l'emmène avec nous, il est content, quoi. Ici, c'est vrai qu'il est très bien, ça lui correspond. Et c'est tout ce qui compte, pour nous, en tout cas. L'enfance d'Arthur a été compliquée. Chaque sortie était source d'angoisse, le regard des autres, les insultes dans la rue. De manière très positive, il s'est ouvert. Voilà ce qu'on peut dire, il s'est ouvert. Il accepte beaucoup plus l'imprévu, il accepte beaucoup plus les autres. Ça fait peur au début quand on vous l'annonce. Et puis finalement, notre vie s'est fait aussi autour. Et ma vie professionnelle a complètement été bouleversée aussi grâce à Arthur. Et grâce à Arthur, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Avoir un emploi et être accompagné, pour les autistes, c'est une première en France. Un exemple que 2 autres entreprises veulent mettre en place. Jordan, Luc, Reinecker, Terence, Arthur. Leur monde peut nous paraître étranger, mais tous ces jeunes évoluent au quotidien. Grâce à ces expériences, ils pourront peut-être un jour être autonomes. Ok, c'est bon. Là, ça devrait aller. Moi, je pense que c'est bon. Tu vas un peu moins galérer. Ouais, ça va? Les conseils sont bons? Bah, je sais pas si les conseils sont bons, hein, c'est eux qui pourront le dire. Ouais, alors justement, il est comment le coach là, hein? Allez-y. Pas tous en même temps. Hein? Il est bien notre coach. Il est bien le coach. Il est dur. Il est dur. Ah mais ça, je crois que c'est le. Il est perfectionniste. Bah, il est perfectionniste, bah, c'est normal. Mais parce qu'ils le sont aussi. Bon alors, 2024, on vous voit à la télé? On se donne rendez-vous? Bah oui. Allez. D'accord, bah en 2024 alors. Super, on sera là. Voilà, c'est la fin d'Enquête de région. Merci de votre fidélité. Si vous voulez revoir l'un des reportages, eh bien n'hésitez pas. Vous allez sur notre site internet, c'est vdl.france3.fr. Je vous donne rendez-vous bientôt. En attendant, portez-vous bien.